Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence maintenant ce webinaire spécial Semaine de la qualité de vie au travail sur les premières leçons d'une crise. Tout d'abord, bienvenue à tous et merci de votre intérêt pour les travaux du réseau ANAC-TARACT et pour cette question adapter l'entreprise face à la crise, quels apprentissages pour demain. Donc c'est un webinaire où il y a beaucoup d'inscrits et voilà, on voit que le sujet est à la fois d'actualité et d'importance. L'idée est donc que pendant cette période du Covid-19, on a beaucoup parlé de la résilience, de l'agilité également dont certaines entreprises ont pu faire preuve pour s'adapter face à ce contexte très spécifique et très changeant. Donc on souhaiterait dans ce séminaire explorer cette question au travers le témoignage d'une entreprise, Subrenat, et puis également l'éclairage d'un expert que je vous présenterai un peu plus tard. Donc en s'interrogeant sur les modalités concrètes de cette résilience et de cette agilité, mais également ses avantages ou également son coût vis-à-vis notamment des conditions de travail, et enfin les leçons qu'on peut en tirer plus largement pour les diffuser à l'ensemble des entreprises. Donc il s'agit d'un webinaire qui est organisé par le réseau ANAC-TARACT. Quelques mots d'introduction pour ceux qui le connaîtraient plutôt mal. L'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est un établissement public administratif sous tutelle du ministère du Travail qui travaille en réseau avec 16 associations régionales, les ARACT. La mission de ce réseau est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et dans les relations professionnelles. Et donc dans ce cadre-là que le réseau organise tous les ans la Semaine de la qualité de vie au travail, son principal événement de communication. Et cette année, pour bien marquer le contexte, l'idée était de centrer cette semaine sur la crise et les manières dont les organisations ont pu s'adapter, changer leur organisation du travail, adapter leur prévention, également et faire évoluer leurs pratiques de dialogue social ou de management des ressources humaines. Donc vous avez tout un programme toute la semaine de webinaires sur ce sujet-là, également des podcasts qui vont être mis en ligne, que je vous invite à aller consulter. Alors avant de débuter, je voulais commencer par remercier chaleureusement nos intervenants. Tout d'abord, M. Olivier Macaret, dirigeant de Subrenat, et Karim Chigri, qui est commercial dans cette entreprise et également élu au Conseil économique et social. Nous aurons également le plaisir dans ce webinaire d'entendre Madame Salima Benamou, donc, qui est économiste à France Stratégie dans le département Travail, Emploi et Compétences et auteur avec le professeur Édouard Lorenz d'un récent rapport sur les entreprises apprenantes qui a eu beaucoup d'écho et qui souligne beaucoup d'éléments très intéressants autour de cette question-là. Je tenais également, avant de débuter, à remercier toute l'ARACT Hauts-de-France, qui est représentée aujourd'hui avec nous par Marilène Copy, qui animera la partie témoignage et sans qui ce webinaire n'aurait tout simplement pas été possible. Alors sans plus attendre, je laisse maintenant la parole à Olivier Macarez, Karim Chigri et Marilène Copy pour nous raconter comment Subrenat a fait face à la crise et les enseignements qu'ils en ont tirés. Alors peut-être qu'on va vous demander de présenter un petit peu l'entreprise. Qui êtes-vous ? Où êtes-vous situé ? D'accord. Donc, bonjour Olivier Macaret, donc société Subrenat. Le groupe Donc, dans l'entreprise, c'est une démarche d'innovation, de co-innovation avec nos clients permanents. Donc, dans l'entreprise, nous avons 3 marques principales. La marque Subrenat, notre marque historique. Subrenat est une entreprise qui a 80 ans maintenant. Là, notre clientèle, ce sont essentiellement des industriels pour qui nous développons des solutions textiles. Donc, ça va de fabricants de couettes, oreillers, des fabricants de sièges, de matelas, d'accord, pour nos métiers traditionnels. Mais maintenant, de plus en plus, pour de la filtration industrielle, pour le bâtiment, pour les agrotextiles. Ce sont des secteurs qu'on a développés depuis maintenant une quinzaine d'années dans l'entreprise. Nous avons une deuxième marque, la marque EasyTex,
où nous faisons du linge de lit à usage unique, mais pas que maintenant, pour équiper les hébergeurs. Donc à la fois les campings, les villages vacances, l'hôtel, nous sommes référencés chez Accor, Louvre Hôtel, les gîtes, les chambres d'hôtes et même maintenant Airbnb avec des toutes petites structures. Voilà. Et enfin une dernière marque qui s'appelle Douderm, toujours dans le monde du textile. Douderm, ce sont des textiles avec une spécificité, ce sont des cotons avec de la fibre d'argent. Et la fibre d'argent est naturellement antibactérienne. Donc à partir de ça, les gens qui ont des problématiques d'eczéma, de psoriasis, D'accord. voilà, donc notre métier, c'est de concevoir des solutions textiles. Pour ce faire, on a un réseau d'à peu près 200 partenaires dans le monde, d'accord, parce que nous ne sommes pas toujours fabricants. On va chercher les compétences là où elles sont dans le monde, dans différents domaines. On fait à la fois du chêne et trame, d'accord, donc des textiles traditionnels, mais aussi de la maille, du tricot, en notre terme, et aussi des non-tissés. Non-tissés qui servent d'ailleurs à la fabrication des fameux masques jetables ou de blouses ou de charlottes pour les hôpitaux. Donc c'est là-dessus qu'on s'est assis pas mal pour concevoir nos produits dans cette période de crise. Voilà, donc notre métier, c'est à la fois de concevoir avec nos ingénieurs en interne des solutions textiles et de les mettre en œuvre avec nos réseaux de partenaires partout dans le monde. Partout dans le monde, notamment en Asie où on fait à peu près 30% de nos achats. Et nous avons des équipes sur place, équipes que nous avons fortement mobilisées pendant cette période pour nous aider justement à trouver les bons produits avec les bons cahiers des charges en Chine, au Vietnam, au Pakistan, partout où on pouvait en trouver pour amener le plus vite possible de la matière en France. Voilà, donc nos forces au niveau de Subrena, et ces forces que j'avais listées avec les équipes il y a bien longtemps pour qu'on en prenne conscience, finalement, en relisant pour le webinaire d'aujourd'hui, je me suis dit, toutes ces forces-là, elles ont été utiles dans cette période de crise. Et c'est ce qui a fait notre réussite. Bien sûr, des équipes enthousiastes et dynamiques en France et à l'international, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Une démarche de co-innovation permanente. On est toujours en train de créer des solutions textiles. Un réseau d'experts, plus de 200 partenaires, chacun avec des compétences différentes, qu'on sait associer. Une maîtrise complète de la chaîne textile, avec d'ailleurs nos propres métiers en France. Notre atelier de tissage en France a été fermé le 15 mars et réouvert début avril parce qu'on avait réussi à développer un support pour faire des blouses pour les hôpitaux. La logistique, bien sûr, qui nous a amplement servi pendant cette période. Les seuls qui travaillaient sur site, nos manutentionnaires. Un contrôle qualité d'exception avec un laboratoire interne. Pareil, c'est grâce à notre laboratoire que nous avons réussi à qualifier les produits pour les mettre rapidement sur le marché. Un service client irréprochable, ça, comme toute entreprise, je suppose, et des conseils personnalisés sur les normes réglementations. Normes réglementations sur les masques ou les blouses, nous n'y connaissons rien du tout. On a tout appris en moins de temps possible, on s'entourait des bons experts et on a intégré chez nous, même dans notre laboratoire, on a investi tout de suite dans le matériel pour faire les tests et valider nos qualités. Voilà, et puis un engagement social et environnemental qui, je pense, nous profiter avant, mais surtout nous profitera aussi après la crise. Voilà donc pour l'entreprise Subrena. Donc Subrena, c'est à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 50% à l'international. Nous sommes présents dans 43 pays. Voilà, vous étiez dans le flou, on vous voyait plus. Ah, je suis revenu. Vous êtes revenu, oui. Et qu'est-ce qui vous a incité à vous positionner sur ce secteur-là pendant la crise sanitaire? C'est une pure opportunité business et pourquoi vous y êtes allé? Pourquoi nous sommes allés en fait, nous sommes partis d'un réseau, on est dans le syndicat textile. Nous faisons partie des pôles de compétitivité textile. Ici, on a Euramatériaux, c'est à Lille. Et ces syndicats, ces structures textiles ont tout de suite été contactés par le gouvernement, notamment par la DGE, en disant attention, on a un manque de masques, on a un problème avec le textile en France, il faut mobiliser vos entreprises autour de ça. Étant très présent dans ces structures-là, tout de suite, on a été consulté, on a été appelé en disant qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider. Et donc, au début, vous réfléchissez, vous dites on ne connaît pas les cahiers des charges, on ne connaît pas le marché, ça va être ponctuel, qu'est-ce qu'on fait? Et puis finalement, votre activité où on avait peut-être entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires fin mars sur nos marchés traditionnels.
Donc d'un côté, vous dites, mince, en défensif, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. De l'autre côté, vous voyez le secteur médical qui souffre d'absence de textile. Et puis nous, avec nos savoir-faire, on s'est dit, bah, tiens, il faut peut-être mettre à disposition de tout le monde nos compétences. Et puis alors là, on a mis un coup d'accélérateur, on a mobilisé toutes les équipes et on a réussi en 15 jours à mettre au point nos offres produits en conformité avec les réglementations. Est-ce que vous considérez que vous avez pris un risque ou un risque calculé? Au début, c'était un risque, mais mesuré. On a été tout doucement, d'accord. On a fait des petits achats, mais quasiment tous les jours. Tous les jours, on s'est positionné sur des volumes supplémentaires. On remettait en question tous les jours nos achats. Et au fur et à mesure que l'on voyait que nos produits convenaient au marché, on a accéléré. Et après, là, on a pris un risque beaucoup plus important parce qu'on a accéléré très vite, très fort, mais par petites touches au départ. Et qu'est-ce qui a fait finalement que vous avez été réactif? C'est quoi votre capacité? Agilité? Sur quoi vous l'avez construite? Déjà, on avait beaucoup de savoir-faire en interne. D'accord, on avait des savoir-faire en interne, on avait des équipes sur place avec les compétences, mais aussi des équipes en Asie pour sourcer les bons produits. Une structure aussi sur place en Asie qui pouvait acheter les produits, parce que forcément, quand vous avez une structure, ne serait-ce qu'en Chine, c'était plus facile pour une société chinoise d'acheter des masques qu'un étranger qui arrivait, qui avait besoin de masques, alors qu'il fallait d'abord fournir le marché local. Donc là, ça nous a permis de prendre des positions. Petit à petit, nous, on était au cœur, avec mon associé, on était au cœur de ce qui se passait quand même. On est resté sur le front tout de suite. On a pris les choses en main, alors que d'habitude, on prend peut-être plus de recul par rapport au quotidien et au développement de nos produits. Et là, en étant dans l'entreprise, on coordonnait toutes nos équipes qui, elles, étaient en télétravail pour savoir ce qu'il fallait faire, parce que c'est elles, finalement, qui avaient le savoir. Nous, on ne l'avait pas forcément, mais en allant piocher chez chacun de nos collaborateurs, en les tenant informés de ce qu'on faisait, on a réussi à avancer très vite. Vous avez raccourci les processus de la conception à la mise sur le marché, c'est ça? Il n'y avait plus beaucoup de respect des procédures et des organisations comme on les a traditionnellement. Et c'était circuit court. Il y avait qu'une chose qui comptait pendant cette période-là, c'était la vitesse. Celui qui avait le produit, d'accord, il n'y avait quasiment pas de notion de cahier des charges. Il fallait quand même que le produit soit efficace, mais il n'y avait pas de cahier des charges très bien défini. Il n'y avait pas de notion de prix, d'accord. Donc ça permet d'aller aussi très vite, parce que tout ce qui fonctionnait en termes d'usage, finalement, pouvait être mis sur le marché. Et c'est d'ailleurs maintenant que ça se complique. Les entreprises françaises avec les masques, c'est qu'aujourd'hui, avec les masques, il y a une notion de prix qui est revenue en critère principal. C'est compliqué aujourd'hui de développer des masques en France. Et vous semblez dire que vous avez chanté beaucoup de procédures pendant cette période, mais est-ce que si vous étiez resté dans le cadre, vous auriez pu être réactif comme vous l'avez été? Non. Je crois qu'on ne l'aurait même pas fait. Ça aurait été trop lourd, surtout avec les gens en télétravail. On a ce qu'on appelle des rites et des rythmes dans l'entreprise, où toutes les semaines, c'est organisé, il y a des réunions, il y a des points d'activité. Là, il fallait réagir, on prenait 10 décisions dans la même journée, il fallait aller vite. Donc, ce n'était pas possible de se voir. Ce qui était important, c'était de verrouiller techniquement, de s'assurer que la solution textile réfléchie ou choisie permettait de respecter surtout ce que la DG a demandé, donc les notions de respirabilité et surtout d'efficacité de filtration. Il était là le gros du travail. Et par contre, on ne s'interdisait pas de prendre des textiles, des solutions qui étaient surdimensionnées, c'est-à-dire qui étaient beaucoup plus chères que ce que le marché aurait pu prendre à la normale. Et là, avec la base des stocks que l'on avait dans l'entreprise, on a pu amorcer la pompe aussi. C'est ça que veut dire Olivier. On a aussi chanté pas mal de process. C'est qu'habituellement, on aurait d'abord étudié le prix pour s'assurer qu'on a la bonne solution et au bon endroit. Ne pas mettre une Ferrari là où on demande une de chevaux, par exemple. Par contre, cette crise-là, tout faisait feu. Donc ça rentrait dans le cahier des charges techniques et fonctionnelles.
Et vous avez travaillé sa fabrication avec un site filiale basé à Saint-Étienne, c'est ça? Alors, Il me semble. Une partie des produits a été faits sur notre atelier de tissage qui est à Saint-Étienne. D'autres produits, on les avait pour certains en stock. D'ailleurs, c'est là aussi un élément qui nous a permis d'aller vite, c'est qu'on a pas mal de stock et qu'on avait des produits. On travaille beaucoup pour la filtration industrielle. D'accord, pour l'industrie automobile ou l'industrie agroalimentaire pour la filtration. Et donc, on a pris ces produits parce qu'on savait qu'ils avaient de l'efficacité en termes de filtration. Donc, ça nous a permis d'aller vite. On a tapé dans notre stock au début et après, on était voir notre réseau de fournisseurs français, mais aussi européens, pour trouver de la matière parce qu'il y avait pénurie de matière à ce moment-là. Le non-tissé était devenu un produit rare, très cher. Les prix ont été multipliés par 4 ou 5 en 15 jours de temps. Donc, mais c'est parce que aussi on était dans ce réseau-là qu'on a réussi à avoir des capacités de production pour nos clients. En fait, on ne connaissait pas le marché, mais on connaissait nos produits. C'est une des clés aussi. C'est qu'on savait ce qu'on avait en ressources. Et qui vous a aidé à connaître le marché alors? Alors, la DGE, beaucoup, et les pôles de compétitivité. Ils nous ont pas mal alimenté là-dessus. Bon, et puis après, on s'est renseigné sur l'AFNOR, sur les normes, on a décortiqué tout ça, on a regardé. On a aussi appris pas mal de nos équipes en Chine, qui nous remontaient la façon dont étaient faits les produits là-bas, en se disant, bah, tiens, s'ils les font là-bas, c'est peut-être... Une première étape, c'est de les faire de la même façon. Après, on réfléchira à les faire peut-être autrement, mais d'abord, copions ce qu'ils font là-bas et au moins, on ira vite. Et les salariés, ça a été facile de les mobiliser? Comment ils ont été réactifs eux aussi? Comment ils étaient dans cette période, vos salariés, votre équipe? Alors, la première semaine, de manière défensive, comme on ne savait pas ce qu'on allait faire, on a mis tout le monde en chômage partiel. D'accord, donc tous les bureaux étaient en chômage partiel. Seule l'équipe logistique est restée ouverte parce qu'on avait quelques clients qu'il fallait continuer à livrer, notamment nos clients dans l'agroalimentaire. Donc là, déjà, ça a été une démarche importante, c'est que nos salariés dans l'entrepôt ne voulaient pas travailler. D'accord, c'est normal parce qu'ils disaient dans les bureaux, ils ne travaillent pas, c'est dangereux et vous nous faites venir pour charger les camions. Alors, on l'a expliqué, le rôle qu'ils devaient avoir, que si demain on ne livrait pas nos clients dans l'agroalimentaire, il n'y aurait plus rien dans les magasins, que s'il n'y avait plus rien dans les magasins, quand ils auraient à faire leurs courses, ça va être compliqué. Tous les jours, on les a accompagnés pour les motiver, et puis finalement, ils ont pris conscience de tout ça, et ils sont venus et ils ont bossé comme des dingues, et ils nous ont permis, justement, après, de faire tourner le magasin. L'offre, puis des commerciaux, une fois que l'offre est à peu près au point, puis de la supply chain pour qu'on puisse quand même faire tourner l'entreprise, mais tous ces gens-là en télétravail. Donc là, il a fallu aussi maintenir les gens informés de ce qui se passait, parce que ils étaient quand même loin, c'était passé 15 jours, 3 semaines, donc régulièrement, on envoyait une petite note de synthèse sur ce qui se passait dans l'entreprise, comment était l'activité traditionnelle, les nouvelles activités autour des masques. Ça permettait de rester en contact aussi. On a organisé toutes les semaines un point avec le CSE. Donc, on avait une réunion de CSE toutes les semaines pour savoir quelle organisation on allait mettre en place pour la semaine suivante en fonction de l'activité qui se développait de plus en plus. Réunion après avec les managers pour que tout le monde soit bien coordonné. Et ça, un rythme régulier. D'habitude, on se voit une fois tous les 2 mois avec le CSE. Là, c'était toutes les semaines. Est-ce qu'ils ont le sentiment finalement d'avoir appris sur cette période où finalement vous n'étiez pas dans le cadre? Est-ce que les équipes ont eu l'impression que c'était une période propice à des apprentissages pour eux? Apprentissage, oui, on apprend de la situation, on apprend aussi sur nous-mêmes, on se rend compte qu'on est capable de se surpasser. Par contre, est-ce que cet apprentissage va nous permettre de tenir sur la durée? Il est un peu tôt pour le savoir parce que beaucoup de choses ont changé, mais effectivement, on va peut-être revenir à la normale, et on le sait pas encore en fait, on le sait pas encore. Mais effectivement, on apprend beaucoup sur nous, on apprend beaucoup sur l'autre. C'est-à-dire quand on voit le collègue se surpasser, on se dit tiens, moi aussi je veux en faire partie, moi aussi je veux faire l'effort de guerre, moi aussi je veux aider, parce qu'au final on en était là, on regardait pas par rapport au travail, on regardait à vouloir aider et mettre
mettre la main à la pâte et donner un coup de main. C'était ça surtout la priorité au départ. Alors, je pense que les équipes ont beaucoup appris parce qu'on a développé des nouvelles gammes de produits sur des nouveaux marchés avec des nouvelles normes. Mais chez Subrona, ce que je disais en introduction, c'est presque un non-événement puisque toutes les semaines, on va développer entre 10 et 20 nouveaux produits, d'accord, et sur des marchés très différents. Donc, on a cette culture, cette agilité pour toujours apprendre, d'accord, et mettre au point nos solutions qui répondent à des cahiers des charges. Ça veut dire que vos équipes sont aussi dans l'idée où on est dans des processus d'essai, erreur, correction. Ça fait partie de l'ADN de Subrona. Oui, ça fait partie de notre ADN. Surtout en textile technique, ça arrive régulièrement que l'on développe et que l'on se plante au départ et on doit corriger et remettre le produit en développement. Il y a un va-et-vient qui se fait très, très régulièrement, mais avec les clients en plus. Hein. Je veux dire, c'est pas, quand on dit échec, c'est pas un échec qu'on perd le client. C'est le client est prévenu dès le départ que les premières versions textiles ne vont pas forcément répondre à 100%. Et au fur et à mesure, on s'adapte. Le client s'adapte aussi. On revoit la copie avec lui. Peut-être que son cahier des charges est mal écrit. Et à la fin, on sort une solution. C'est dans nos habitudes que de devoir aller vers l'inconnu et très vite s'approprier l'information. Et ça, toute l'équipe. Et dans cette logique-là, c'est le management, il y a cette adaptabilité, cette perception des choses, de ce qu'est l'innovation, comment elle se construit. Oui. L'entreprise est toujours en mouvement. Vous savez, nous, l'entreprise, elle a été réinventée sur ces 20 dernières années, sinon on ne serait plus là. Hein. Donc, cette démarche-là, elle fait partie de notre quotidien. Alors là, bien sûr, ça a été décuplé, ça a été accéléré, ça a été fait de manière beaucoup moins structurée que ce que l'on fait d'habitude. On a l'habitude de travailler comme ça. On a l'habitude d'avoir une stratégie industrielle qui évolue. La stratégie de début d'année peut légèrement dévier en cours d'année. Pas énormément, parce que sinon on aurait eu des soucis. Mais globalement, on n'arrive pas forcément pile poil là où on voulait aller, mais on a peut-être corrigé en cours de route. Mais c'est tout à fait normal pour nous, en début d'année, d'avoir une nouvelle stratégie pour l'année en cours. Tous les ans, on fait cet exercice-là, en fait, avec la direction, avec M. Macaré et M. Vibo, son associé. Et nous, en interne, ne serait-ce que nous, les commerciaux, tous les ans, nos marchés évoluent. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé chez Subrena, je faisais de la filtration et du textile pour l'habillement. Et progressivement, on est allé vers d'autres marchés. Je continue la filtration, mais là, je vais vers les textiles pour le camping ou pour l'induction, qui sont différents du textile de l'habillement. Donc, notre travail évolue, la société évolue, et c'est peut-être aussi une chose qui nous passionne, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on va faire demain ou dans 6 mois. On a préparé, vous avez dit justement que c'était peut-être ça qui a fait que vous, plus petite entreprise, vous avez pris ce risque sur le marché alors que tu es plus grosse, plus structurée. Si Alors, c'est surtout, je pense qu'on n'était pas dans ce marché-là. On n'était pas sur le marché de Ineco. On n'était pas sur les marchés de la santé. Et donc, quand on arrivait avec des masques, qui malheureusement, pour tout le monde, mais avec des prix qui étaient 5, 6, 10 fois plus élevés que les prix de la normale, on est allé finalement sans savoir. On a demandé à combien vous étiez prêts. Et des entreprises qui avaient l'habitude de faire des masques se sont dit, mais on n'arrivera jamais à vendre des masques 10 fois le prix habituel ou des blouses 5 fois le prix de d'habitude. Et pourtant, le marché était tellement demandeur qu'il fallait le faire, quoi. Et on nous a été reconnaissant de faire, même à ce prix-là. De toute façon, nous, on ne pouvait pas faire autrement, hein, sinon on ne trouvait pas de solution aussi vite. Et donc, je pense qu'on a été beaucoup plus vite, beaucoup plus opportuniste que des entreprises qui étaient traditionnellement dans ce marché-là. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous allez continuer à faire des blouses ou des masques? Alors, des blouses peut-être, mais alors si possible, avec une innovation dessus, hein, des blouses qui seraient anti-taches ou lavables beaucoup plus facilement ou beaucoup plus de fois, et notamment sur notre atelier de tissage Saint-Étienne. Sur les masques, à aujourd'hui, on va continuer à en faire parce que la France veut en retrouver sa souveraineté au niveau de la fabrication de masques pour ne plus être dépendant comme ça de la Chine.
il va falloir alimenter les machines de fabrication de masques en matière première. Et là, on va être présent. En plus, on a encore augmenté notre savoir-faire là-dedans pendant cette crise. Donc là, on va se passer. La complexité maintenant, ça va être de rester dans une fourchette de prix qui soit convenable, parce qu'on va se retrouver en concurrence avec des pays étrangers. Donc il va falloir professionnaliser ce qu'on a fait là un petit peu à l'arrache depuis 2 mois, et essayer de travailler sur l'innovation pour trouver finalement c'est quoi le masque de demain. Aujourd'hui, on voit tous ces masques jetables qui sont quand même peut-être les plus agréables à porter au quotidien, les plus faciles à porter, notamment dans le milieu professionnel. Mais ça fait beaucoup de déchets, ça pollue. Il faudrait peut-être trouver le masque. Là, on a lancé des projets avec les pôles de compétitivité pour se dire, est-ce qu'on pourrait pas faire des masques biodégradables ou des masques monocomposants pour pouvoir les recycler avec une partie désinfection. Donc, on travaille sur des projets comme ça maintenant, plus structurés, pour trouver le masque qu'on pourra peut-être vendre en 2021. D'accord. Ça, c'est aussi dans le cadre de votre inscription dans un réseau d'innovation. C'est ce que vous aviez dit. Voilà, tout à fait. On était au cœur de toutes les démarches, et au niveau des pôles de compétitivité et de la BPI, il y a eu des appels à projets justement pour structurer la filière de fabrication de masques pour demain. Okay. Tout de suite, on s'est inscrit dans cette dynamique, et puis j'espère que ça donnera quelque chose dans les prochains mois. D'accord. Alors, Karim, là, c'est plus une question au secrétaire du CSE. Quel a été le rôle du CSE finalement pendant toute cette période? En fait, très tôt, nous, on a été, on a eu un peu le même réflexe que la direction. On a eu peur pour la pérennité de l'entreprise et pour la situation financière. Donc très vite, on a demandé à avoir une réunion et de faire un bilan de la situation économique. Donc les premières décisions étaient OK, comment le CSE peut vous aider à accélérer la protection de l'entreprise, et notamment en faisant en essayant de discuter avec les équipes pour leur dire il va peut-être falloir passer en chômage partiel. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution? Et globalement, on n'a pas eu de problème. Les gens étaient réceptifs. Mais notre premier réflexe, c'était ça. C'était un réflexe de protection, en se disant il faut trouver le moyen pour aider l'entreprise à passer ce cap. Et très clairement, on pensait que ça allait durer au départ. Moi, à titre personnel, je pensais que la période de confinement allait durer 1 mois, 1 mois et demi. Et quand on voit que ça a pris quasiment 3 mois et demi, on se rend compte que heureusement qu'on a pu discuter avec la direction et prendre des décisions, même si elles ont vite évolué. Mais on se dit, on a peut-être bien fait de partir dans ce sens-là au départ. Alors là, vous avez la santé, vous avez parlé de la santé économique de l'entreprise, mais la santé des salariés. Comment puisque le CSE a cette vocation de lier économique et santé aussi. Là, on a été assez strict. Par contre, on souhaitait à ce que soit les process en interne soient mis en place très vite, soit que les salariés puissent être mis en télétravail. Et avec la direction, on a pu discuter pour donner les bons outils aux salariés pour qu'ils puissent aller très vite en télétravail. Mais il n'était pas question de transiger sur la santé physique des salariés. Et ça a pris 2 secondes à discuter avec la direction. Il n'y a pas eu de négociation. C'est pas quelque chose qui s'est fait dans la douleur. Au contraire, c'était du bon sens pour tout le monde, ça. Mmh. Alors, vous êtes une entreprise un peu particulière, c'est parce que les membres du CSE sont aussi, comme vous, responsables commercial, un autre responsable logistique et l'autre ingénieur. Donc, vous êtes aussi à des postes de management. Est-ce que ça simplifie les choses d'être membre du CSE et aussi responsable d'un service pour prendre en compte les dimensions de travail et les dimensions économiques? Peut-être, et on a l'habitude de discuter avec la direction. C'est-à-dire, on ne vient pas avec une idéologie en disant, voilà, le patron, forcément, il va vouloir casser du salarié. On n'en est pas là. On est loin de ces images-là. Et ça, peut-être que ça aide. Ce qui aide aussi, c'est que, mine de rien, nous, on est très proche de tous les salariés. Je veux dire, moi, je passe ma vie dans l'atelier à discuter avec les personnes qui font les productions, les gens qui font la logistique, pour justement comprendre leur travail, ne serait-ce que pour ma partie professionnelle, pour savoir bien vendre, il faut savoir de quoi on parle, et aussi pour connaître les conditions de vie de nos collègues.
Donc là-dessus, même si nous sommes tous les trois des cadres, on représente tous les salariés. Et souvent, d'ailleurs, quand on a eu des négociations avec la direction par le passé, bien avant la crise, c'était surtout pour d'abord les salariés les moins avantagés financièrement que l'on se battait. C'était pas d'abord les cadres et ensuite les Juste une minute à Olivier pour s'il veut dire quelque chose sur le sujet. Après, on va respecter le timing, on va poursuivre, mais vous aurez des questions d'auditeurs. Mais une minute sur ce point-là, sur leur positionnement et le fait qu'ils... Je sais qu'il y a une expression que vous... Ouais. Tout de suite, on a été complètement transparent sur ce qui pouvait se passer dans l'entreprise si la crise continuait. Donc forcément, donc là, la nécessité de mettre en place le chômage partiel et le PGE, ça c'était la première étape. Donc ça, on l'a décidé ensemble, mais tout le monde était d'accord. Et rapidement, quand on a sauté sur cette opportunité de travailler sur l'offre sanitaire qu'on appelle chez nous, ils se sont mobilisés tout de suite, toujours quand même en disant attention à protéger les salariés. C'était bien aussi parce que ça nous permettait de rappeler que c'était une nécessité et comment vivent les salariés à domicile. Nous, on n'avait pas forcément d'écho, ils sont plus en lien avec les salariés, donc ils remontaient des informations là-dessus. L'importance de les tenir au courant de ce qui se passait ici. Donc pour nous, c'était vraiment un moyen, parce que forcément, dans l'entreprise, on était 5, donc on ne savait pas bien ce qui se passait à l'extérieur. Et donc, le CSE nous donnait un écho supplémentaire. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Macarez. Merci, Monsieur Chigri, de ce témoignage vraiment passionnant. Je me tourne maintenant vers Madame Salima Benhamou, qui est donc économiste à France Stratégie et auteur d'un rapport qui vient de sortir et qui a fait beaucoup de bruit sur les organisations apprenantes, défis et enjeux en France. C'est un rapport qui distingue 4 types d'entreprises, dont les entreprises apprenantes, qui se caractérisent par leur capacité réflexive, dans laquelle les salariés sont généralement très polyvalents, participent à l'élaboration des objectifs avec la hiérarchie, apprennent en continu, disposent d'une forte autonomie, etc. Qu'est-ce qui finalement, dans le témoignage de M. Macarez et de M. Chigri, fait écho avec les enseignements de cette étude ? Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour rebondir sur cette expérience que nous a fait part donc, M. Macarez et aussi M. Chigri. Tout d'abord, je trouve globalement, je trouve que ce retour d'expérience est très intéressant et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il nous décrit de manière très concrète la manière dont l'organisation s'est transformée pendant cette crise sanitaire qui a été d'une ampleur quand même très exceptionnelle. Et je trouve que cette transformation renvoie aux caractéristiques d'une organisation de type apprenante. Et comme vous l'avez donc rappelé en introduction, c'est évidemment donc c'est une organisation qui vise à développer d'abord l'apprentissage en continu de tous ses membres. Donc c'est comme ça que l'entreprise apprend. Elle devient apprenante et cet apprentissage vise aussi à anticiper les transformations futures et elle appelle à des pratiques managériales qui sont très particulières et qui reposent, comme vous l'avez dit, sur l'autonomie des salariés, sur leur participation à la stratégie, à la mise en œuvre des process. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a vraiment un exemple pour moi qui est quand même qui est très concret et qui rejoint ce que l'on a dit. Donc ça, c'est quand même assez rassurant parce que nous, on a travaillé sur des données statistiques et sur une enquête avec un échantillon extrêmement large. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a qu'on a un exemple concret qui est vraiment utile pour nous. Et l'autre chose que je trouve, je dirais même encore plus important, c'est que ce retour d'expérience nous montre que c'est possible d'avoir des organisations apprenantes en France. Parce que c'est une organisation qui ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, ça a été développé depuis plusieurs décennies parmi les experts en organisation.
Et au moment où nous avons travaillé dessus, c'est vrai que beaucoup d'observateurs nous disaient que c'est une organisation comme ça qui, effectivement, peut présenter beaucoup d'opportunités, mais c'est peut-être pas adapté à la culture française, au management, à la manière. Voilà, les Français ne vont pas forcément bien coopérer. Il y a des problèmes de dialogue social entre les représentants du personnel dans les entreprises. Et là, je trouve qu'au contraire, si on part là-dessus, on se dit ben, c'est pas possible en France. Donc, parce qu'on ne change pas la culture. Et je trouve que, et nous, c'est ce que nous avons avancé dans notre étude avec Édouard Lorenz, c'est de dire qu'au contraire, il faut aussi s'appuyer sur le ressort des salariés français. Et ils ont un rapport particulier au travail. Et je trouve que ce que nous montre cette entreprise, c'est que l'engagement des salariés, même si ça a été un peu long parce qu'il y a eu de la peur, forcément, je veux dire pour des raisons sanitaires, mais nous montre que les salariés dans cette entreprise, donc il y a eu un engagement, il y a eu aussi une capacité à se coordonner en interne comme à l'extérieur, une capacité aussi à être autonome et à prendre des risques, même si ça a été mesuré au début, et ce qui est tout à fait normal. Et ça, je trouve que voilà, c'est cette possibilité, c'est que cet exemple nous montre que c'est possible en France, et ça, c'est vraiment, je pense que ça va être vraiment très utile pour les entreprises qui peuvent penser que c'est un coût énorme. Alors, il y a eu évidemment une opportunité, c'est-à-dire qu'il y a eu une très forte contrainte qui a été transformée par une opportunité, mais et de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment très éclairant. Et donc, du coup, je remercie l'ANACT d'avoir invité donc, cette entreprise pour témoigner. Donc, je vais revenir sur plusieurs aspects qui, moi, me font penser à une organisation apprenante. La première chose, c'est que M. Macarès nous a parlé de la prise de risque et de la nécessité de sortir des cadres préétablis, comme ils ont l'habitude, la façon de faire habituelle. Et ben nous, ce qu'on nous dit, c'est ça, on a dû le casser. Et il nous a dit aussi la difficulté de formaliser les process dans un environnement qui est très instable. Hein. Et donc ça, c'est quand même très difficile dans le quotidien. Ils n'ont pas eu l'habitude, il faut réagir vite, il faut prendre des décisions dans un environnement très instable. Il ne faut pas oublier que la réglementation changeait quasi quotidiennement en France là-dessus. Donc les entreprises ont dû intégrer, cette entreprise a dû intégrer cette dimension. La réglementation changeait en fonction de la connaissance de l'épidémie. Et le corollaire de tout ça, la prise de décision, ça veut dire qu'il faut aussi prendre des risques. Et pour pouvoir continuer son activité, et l'entreprise a dû revoir beaucoup de choses dans son fonctionnement global de l'organisation, dans ses modalités de travail, dans son contenu. Et de ce point de vue-là, je trouve que cette capacité à se remettre en question, c'est déjà une première marche vers un apprentissage. Et ça, c'est vraiment une caractéristique, je dirais, assez forte dans un processus de transformation vers une organisation apprenante. Ensuite, une autre remarque concerne les modalités de travail. Vous avez mis en place le télétravail, hein, même si ça a été mis en place à marche forcée. Hein, et donc, une partie de vos salariés a dû rester a dû continuer à travailler sur site, et puis une autre partie à distance. Et donc, il y a eu quand même dans cette modalité de travail, ce télétravail, il y a eu une adaptation réelle de l'entreprise à continuer cette activité avec ce travail à distance, même si vous aviez effectivement l'habitude avec vos sous-traitants à l'étranger de travailler à distance comme ça. C'est quand même, je trouve, une démonstration de cette adaptation et d'utiliser quand même le télétravail durant cette période qui était quand même complexe. Au niveau du travail lui-même, cette situation a conduit aussi les salariés
avoir plus d'autonomie, hein, que ce soit dans la conception des produits. Vous nous avez aussi parlé de l'autonomie aussi dans la prise de décision, dans la conception, notamment de votre part, Monsieur Macarès. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que on a souvent, et ça c'est aussi, je dirais, la vision du management qui prévaut encore aujourd'hui, beaucoup en France, c'est-à-dire cette séparation entre la stratégie et la production. Donc il y a ceux qui conçoivent la stratégie, puis il y a ceux qui font. Et ça, je trouve ça quand même très intéressant que cette crise a incité aussi le dirigeant de l'entreprise, comme aussi les IRP, donc les syndicats, à rentrer dans le fonctionnement de comment se fait, comment se construit, quels sont les processus de production. Et ça permet, je pense, de développer une analyse plus approfondie et systémique de l'ensemble du processus de fabrication d'un produit. Et ça, c'est vraiment une caractéristique, je dirais, d'une organisation apprenante. C'est que c'est vraiment une approche systémique des problèmes. Et c'est une approche systémique qui a été rendue nécessaire parce que l'environnement a été très complexe. Donc, il fallait aussi comprendre comment connecter cet environnement-là avec ces nouvelles demandes, avec l'organisation et les savoir-faire en interne. Et ça, je pense que ce rapprochement entre la prise de décision au niveau de la conception, l'implication du dirigeant et la production, je trouve que c'est un retour d'expérience qui rappelle vraiment le fonctionnement d'une organisation qui apprend en continu. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a eu ou qu'il y aura, après ce sera évidemment Monsieur Macarès qui pourra nous le dire, mais je pense qu'il y a eu une dynamique d'apprentissage interne qui est liée à une meilleure optimisation des savoirs et des connaissances de l'entreprise, du fait justement de ce rapprochement entre la stratégie et la conception. Par exemple, la réduction du cycle de conception d'un produit pour prendre les devants sur un marché, ça c'est vraiment une manière aussi de pouvoir capitaliser sur ce qu'ils ont appris durant cette crise. Ensuite, j'ai une autre remarque, mais qui porte plus sur l'après. C'est quelle position stratégique cette entreprise va avoir. Donc, elle nous a effectivement parlé de nouveaux projets, notamment sur des nouveaux types de masques plus innovants, de s'appuyer aussi sur un réseau d'apprentissage encore plus vaste, en se rapprochant d'un écosystème innovant, avec, il me semble, le Centre européen des textiles innovants pour produire des masques. Et donc, je pense que en tout cas, j'espère que cette expérience va pouvoir les amener vers un positionnement stratégique qui soit durable dans le temps pour cette entreprise-là. Enfin, pour conclure, je vais parler je dirais plutôt des conditions de travail, hein, puisqu'il y a eu des salariés qui ont été qui ont dû travailler, même s'il y a eu cet engagement, mais bon, il y a quand même eu des risques sanitaires, et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est comment, justement, est-ce que cette entreprise va aussi capitaliser sur les conditions de travail, parce que cette modalité de télétravail peut perdurer peut-être pour un certain type de salariés. Et je pense que le rôle des IRP, en tout cas des syndicats, et le rôle du dirigeant
c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir avoir un retour d'expérience sur leurs conditions de travail pour pouvoir réfléchir sur sur l'organisation en général et tirer parti de cette modalité qui peut être une opportunité pour cette entreprise-là. Mais ce que je retiens vraiment, c'est, je dirais, cette entreprise a montré quand même sa capacité à s'adapter et à s'appuyer sur à la fois l'engagement des salariés, mais aussi sur les syndicats dans l'entreprise. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette possibilité de voir que ça existe en France. Merci beaucoup, Salima Benhamou, pour cette analyse très pertinente et très fine. Je vous propose maintenant donc de passer à notre dernier temps de ce webinaire en posant quelques questions qui sont apparues dans le chat par les auditeurs. Alors peut-être une première question pour nos intervenants de Subrenat. Une première question de Joël sur l'existence ou non de primes pour les équipes pour reconnaître finalement cet engagement un peu particulier des salariés pendant cette période de crise. Monsieur Macaret, Monsieur Chigri. Alors, je vous propose... Bon, très bien. Du coup, la question portait sur savoir est-ce qu'il y a eu une évolution de vos pratiques de rémunération dans cette période, des primes pour les salariés, pour reconnaître cet engagement un peu particulier sur cette période? Alors, oui. Alors, ce qu'on a fait dès la fin du mois d'avril, il y a eu des primes pour la logistique qui était venue travailler alors que tout le monde était en télétravail. Donc, tout de suite, ils ont eu une prime dès le mois d'avril parce qu'on ne voulait pas attendre de savoir si on allait bien finir l'année ou pas. Ils le méritaient tout de suite. Donc, on l'a fait. Et ensuite, dès le mois de mai, on a revu avec le CSE, les managers, l'ensemble des bonus individuels des équipes. D'accord? Parce que nos bonus, ils ont été définis en début d'année. Ils n'avaient plus rien à voir forcément avec ce qu'on avait connu. Donc quand vous avez des objectifs qui vous sont définis et qui n'ont plus rien à voir avec la réalité, c'est pas très motivant. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait purger complètement les bonus jusqu'à fin mai, d'accord, en disant bon bah la première période de l'année, on fait la même chose pour tout le monde. Tout le monde a ses objectifs à hauteur de 50%. On a dit tout le monde aura 50% de son bonus individuel. On a versé des primes exceptionnelles pour tous ceux qui s'étaient mobilisés pendant la crise et on a redéfini tout de suite les objectifs à partir du 1er juin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont des objectifs qui sont en corrélation avec la situation que l'on vit et non pas avec ce qu'on avait imaginé au 1er janvier. Alors, en parallèle, du coup, là où on avait mis en place le chômage partiel, dès le mois d'avril, étant donné qu'on voyait qu'on pouvait développer cette activité autour des masques, on a versé le complément par rapport au chômage partiel. D'accord? Donc, l'entreprise a pris en charge le complément de salaire. Et donc, tout ça, ça s'est bien passé. On est reparti dans une nouvelle dynamique, mais en tenant compte de la situation actuelle. D'accord? Et je pense que là, on a fait preuve de... On a été vite, quoi, parce qu'on ne voulait pas rester sur des anciens objectifs. Ce qui a été assez appréciable du point de vue des salariés, c'est déjà le fait d'être dans une entreprise pas comme les autres, c'est-à-dire où on payait le complément. On subissait pas forcément le chômage partiel en disant on va en plus perdre du pouvoir d'achat. Donc là, de ce côté-là, ça a été très bien vu et très apprécié des salariés parce qu'on se disait bon voilà, on est dans une entreprise qui essaie de jouer le jeu, le côté social. C'est pas juste la théorie, c'est aussi pendant les moments de crise. Et le deuxième effet qui se coule, si je peux me permettre, c'est le fait que la direction est acceptée d'adapter la rémunération, donc tout ce qui était variable, toutes les parties variables des rémunérations à la difficulté du moment. Donc plutôt que d'avoir zéro, parce que pas de chiffrage, pas de vente dans les marchés traditionnels, les gens ont pu obtenir, enfin les salariés ont pu obtenir
50% de leur variable et surtout pour les personnes qui ont un variable mensuel. Ces gens-là, leur salaire mensuel n'a pas été complètement dégradé. Donc ça a été très bien accueilli par les salariés. Et effectivement, au moment où on s'est rendu compte que notre activité pouvait, qu'on réussissait à transformer la non-activité en activité opportuniste sur l'industrie du masque, il y a eu une notion de partage. On a pu discuter avec la direction parce que on est dans une société où on a accès à tous les chiffres. Donc on voit librement ce qui se passe. Et quand on a dit, voilà, nous aussi on aimerait participer et en retour on aimerait être récompensé, ça n'a pas pris des heures. Hein. C'était une discussion en 10 minutes. Et avec le CE, avec la direction, et on est tombé très vite d'accord sur une manière de récompenser les efforts de chacun. Merci beaucoup pour ce retour. Pardon. Il fallait le faire. Merci pour ce retour très intéressant. Une question peut-être maintenant de Marie-Pierre, peut-être qui peut être pour les trois intervenants, pardon. Une question qui porte sur finalement ces pratiques de télétravail imposées, de masse, ou encore ces procédures sanitaires et les protocoles dont on sait qu'ils peuvent être assez lourds. En quoi est-ce que cela aussi peut constituer un frein finalement pour la capacité d'une organisation à être apprenante ? Alors c'est vrai que le télétravail, c'est pas une chose facile. Au mois de février, on avait eu une discussion avec le CSE, justement parce que d'après ce que j'ai compris des textes, je suis pas expert, mais à aujourd'hui, c'est à l'employeur, d'accord, d'expliquer pourquoi les personnes ne pourraient pas être en télétravail, d'accord. C'est devenu un droit du salarié. On avait conclu la réunion en février avec le CSE, d'un commun accord, en se disant notre entreprise, étant donné qu'on est toujours en train de développer des nouveaux produits et de toujours être obligé de travailler en équipe, le télétravail, c'est pas fait pour nous. Ça, c'était la condition du mois de février. Donc, on s'était dit, maintenant, télétravail n'aura pas chez Sovona. Le 15 mars, un mois plus tard, tout le monde en télétravail. Et donc, on a dû s'y mettre. Et finalement, on se rend compte que, alors, c'est pas aussi efficace que quand tout le monde est présent, quand même, d'accord. Mais bon, avec des bons outils, avec des bons process, c'est là où il faut remettre aussi des process, il faut remettre des règles. Et on peut arriver quand même à faire de belles choses en télétravail. Madame Benamou, est-ce que vous voulez également répondre à cette question ? Oui, bien sûr, c'est une excellente question. Le télétravail, je dirais que ça peut être un frein à une organisation apprenante si les activités de cette entreprise ne nécessitent des connaissances qui font appel à la fois à des compétences qui sont, je dirais, des compétences qui reposent assez conceptuelles, qui reposent sur un savoir codifiable, et conceptuel. Ça, c'est une connaissance que l'on peut transmettre à distance entre des gens qui ont le même niveau, je dirais, de compétences ou de technicité ou de qualification. Mais l'innovation repose aussi sur des compétences plus opératoires qui sont, on va dire, tacites, qui sont générées sur site, sur place, en fonction des expérimentations, des essais, des erreurs, et qui nécessitent des compétences plus opératoires. Et c'est ce croisement de ces deux types de connaissances qui permet aussi d'innover, de créer de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Et ça, c'est sûr qu'une organisation qui se fait totalement à distance, il va arriver à un moment, au moment de la conception de la fabrication du produit, si on ne croise pas ces deux types de compétences, ça peut poser problème. Il existe, donc tout dépend de la nature du produit, tout dépend des compétences de l'entreprise et de sa stratégie, bien sûr. Après, il y a des organisations nouvelles, mais qui ne sont pas, pour l'instant, identifiables dans les données statistiques au niveau des organisations du travail. C'est une
une organisation qui est totalement virtuelle, qui se fait donc à distance. C'est une organisation que j'avais qualifiée dans une étude qui était parue en 2017. C'est une organisation que j'avais qualifiée de plateforme apprenante virtuelle. Donc, c'est-à-dire que c'est une organisation qui rejoint les mêmes caractéristiques d'une organisation apprenante, donc c'est-à-dire une très forte participation, voire pas du tout de hiérarchie, mais une très forte participation des salariés qui ont une très grande autonomie et qui sont capables de travailler à distance avec des personnes dans les quatre coins du monde. Mais ça, c'est valable pour des activités, par exemple, en recherche et développement, ou qui font vraiment que de la conception, où le savoir est codifiable et transférable. Mais une entreprise, c'est à la fois de la conception, mais c'est aussi de la fabrication. Et parfois, les remontées d'informations que l'on peut avoir sur site permettent d'améliorer la conception. Donc, je ne pense pas que… je pense que le télétravail peut être un frein aux organisations apprenantes, entre guillemets physiques, mais on voit aussi des organisations du travail qu'on appelle des plateformes, que j'appelle moi des plateformes apprenantes, qui existent, mais qui s'adressent à un certain type de salariés pour un certain type de tâches et d'activités. Merci beaucoup. Une chose, pardon, je vous en prie. S'il vous plaît. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le télétravail n'est pas adapté à tout le monde, ne serait-ce que déjà par la technologie. Est-ce que vous avez une connexion Internet suffisante? Est-ce que vous avez, en termes de logistique, est-ce que vous avez une pièce dans laquelle vous pouvez vous isoler? On n'est pas tous égaux devant le télétravail. Il y a des gens qui malheureusement, ont besoin de s'évader de chez eux, pour certains, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ne voient personne, ou parce qu'ils n'ont pas la place pour pouvoir s'isoler. Donc, quand vous avez des enfants, quand vous avez une situation familiale qui fait que vous ne pouvez pas trouver l'endroit propice au travail, c'est pas forcément évident. Donc, oui au télétravail, mais faut que le salarié s'y retrouve aussi. C'est-à-dire qu'il soit dans les conditions optimales. Quand vous venez au bureau, on est tous égaux devant la manière de bosser. On travaille, du moins dans une entreprise, on travaille tous de la même façon. Quand vous êtes à domicile, vous avez des gens qui sont plus favorisés que d'autres, ou à l'inverse, surtout certains qui sont plus défavorisés que d'autres. Et c'est là où il faut vraiment faire attention, où il faut être vigilant pour pas qu'une personne se retrouve et isolée physiquement et isolée en plus professionnellement. Oui. Moi, je rajouterais peut-être une chose, hein, si je peux. Alors très vite, parce que le webinaire va se finir. Très vite. Je ne disais pas que le télétravail allait devenir la nouvelle norme ou la nouvelle organisation. Quand je parlais de la plateforme apprenante virtuelle, c'est quand même réservé à ce qu'on appelle un peu une techno-élite, des gens qui sont capables de travailler avec des outils extrêmement innovants et de plus en plus performants. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a des enjeux sociétaux, à la fois au niveau de l'individu, mais aussi au niveau je dirais, de la société en général, parce que c'est pas une plateforme apprenante totalement virtuelle. Si le travail s'organise de cette manière-là, c'est pas inclusif comme modèle, alors que l'organisation apprenante classique, justement, n'établit pas de frontières entre les métiers et les compétences. Tout le monde a un rôle à jouer dans le processus de la création de valeur, que ce soit la conception ou la fabrication. Donc, il y a évidemment, si le télétravail venait à se développer, ça veut dire qu'il faut que ce soit cadré, il faut former les salariés pour ça, il faut donc bien les informer, et il faut que ça se fasse en concertation en amont, avant sa mise en place. Merci beaucoup pour tous vos retours. Je m'excuse auprès des éditeurs, il y avait encore beaucoup de questions très intéressantes, mais malheureusement, on arrive à la fin du temps qui nous était dédié et donc on ne pourra pas toutes les traiter. Juste quelques points pour finir. Donc, je voulais bien évidemment remercier les intervenants, Marilène, de la qualité de vos présentations aujourd'hui. Moi, personnellement, je retiendrai 3 points qui ont été soulignés par nos différents intervenants. Tout d'abord, cette organisation très particulière qui a été mise en place par Subronat pour réussir
réussir à passer ces épreuves. Cette organisation donc, nous a appris Madame Benamou qu'on peut qualifier d'apprenante, ce qui passe notamment par la remise en cause de cette séparation qu'on voit très traditionnellement entre d'un côté ceux qui pensent l'organisation et d'autres ceux qui la mettent en place. Deuxième chose, un réseau qui a été construit en local, qui s'est combiné avec un réseau international et qui a permis un partage d'expertise et de savoir à la fois au niveau local et au niveau international. Et puis troisième chose, une application forte et de tout moment du CSE pour permettre de concilier les enjeux de performance de l'entreprise et également de préserver la santé des salariés. Il est temps maintenant de conclure ce webinaire. Donc juste avant de finir, quelques éléments pour la suite de la SQVT. Donc vous pouvez tout d'abord accéder sur la page de Webikeo pour noter ce commentaire. Vous pouvez consulter également les webinaires passés, mais également ceux à venir. Retrouver l'actualité de l'ANACT sur anact.fr. Vous abonner à nos différents outils de réseaux sociaux. Pour conclure, je voulais quand même vous parler de 2 autres événements qui vont avoir lieu très prochainement. Donc, le premier aura lieu le mardi 16 juin à 15h, donc un webinaire spécial prévention centré sur la question comment adapter la prévention aux évolutions du travail en période de crise. Et puis un deuxième webinaire mardi 15 juin à 17h sur l'organisation, les ressources humaines et la prévention, sécuriser votre reprise d'activité avec Objectif Reprise. Merci à tous pour votre attention et puis nous l'espérons à bientôt. Merci. Merci, au revoir.